Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Chronique Liga, épisode aujourd'hui consacré à la Roja, la sélection espagnole qui cartonne pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 et qui est tenante du titre de l'Euro. Pour ce sujet et pour m'accompagner, je suis en présence de Axel et de Sacha. Comment est-ce que vous allez les gars? Bah, on va bien, on va bien. Franchement, ça date un petit peu, là, le Chronique Liga. On en avait parlé sur El Clasico, mais voilà, comme on a changé un petit peu le format, où on passe sur, voilà, sur des sujets, où on en parle ensemble comme euh, ça date un petit peu. Mais je suis content et ça va super. Ah ouais, et toi, John, pas trop fatigué? Non, écoute, moi je vais bien. Je me ressource un peu pendant cette trêve internationale. J'ai un peu levé le pied. Prends des douches Et chaudes. exactement, voilà. Ça fait maintenant que les températures ont un peu baissé, ça fait le plus grand bien. Et toi, Axel, comment est-ce que tu vas? Et ben voilà, toi Tom, moi ça va très très bien. Content, comme a dit Sacha, ça faisait longtemps, un nouveau Chronique Liga. Pour parler de la Roja, bah, moi je suis très pressé, en plus tout le monde va bien, ça me va. Oui, alors les amis, je vais tout de suite vous mettre, dans le bain parce que, l'Aurora, comme je l'ai dit, a cartonne dans ses qualifications pour la coupe du monde 2026 avec 3 victoires en 3 matchs, 11 buts marqués, 0 encaissés. L'Espagne est dans un groupe, constitué d'elle-même, de la Turquie, de la Géorgie et de la Bulgarie, donc des adversaires qui ne sont pas forcément des foot de guerre, mais qui sont pas non plus des adversaires mauvais, à l'exception peut-être de la Bulgarie qui garde peut-être une image de nation forte en raison de son passé, mais qui là pointe au dernier rang du groupe avec zéro match zéro victoire en 3 matchs, 12 buts encaissés, un marqué. Mais malgré ça, l'Espagne s'est aussi imposée sur un large score en Turquie. Elle s'est imposée facilement aussi 2-0 récemment contre la Géorgie. Et cet état de fait a amené à un enthousiasme en Espagne. Il y a 2 jours, dans le quotidien El País, David Alvarez disait: «Cette Espagne est intouchable». Est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance par rapport à cette Espagne? Comment est-ce que vous le voyez, les amis? Sacha, vas-y, je te laisse commencer. Ouais. Oui. Moi, je pense que oui, je pense qu'il y a un excès de confiance, mais qui est quelque part logique en fait. C'est normal que quand tu es une équipe qui tourne aussi bien, avec à quasiment chaque poste des très bons joueurs, et surtout, ce qu'on disait avec Axel, des joueurs qui n'ont pas forcément un ego, c'est-à-dire que c'est des très bons joueurs mais qui ne sont pas des stars. Par exemple, Zubimendi, Fabian Ruiz, même, bon, Pedri, c'est une star quand même. Pedri, c'est une star. Mais quand tu as des Zubimendi, des Fabian Ruiz, des Cucurella, c'est des très bons joueurs, parfois parmi les meilleurs à leur poste. Cucurella, moi, je considère que à son poste, c'est le deuxième meilleur après Nuno Mendes. Enfin, à voir d'ailleurs ses compatriotes espagnols, comment ça va se passer cette saison. Mais moi, je le vois comme ça, Cucurella. Donc, quand tu as des joueurs aussi bons et que tu as l'impression que cette équipe, elle aura pas de problème d'ego, tu te dis que ça va marcher, ça va marcher sur tout le monde, et comme ça l'a déjà un peu fait. Cependant, bon, bah, c'est vrai que, et c'est ce qu'a dit Mbappé d'ailleurs, je crois, bah, une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde, et on n'est jamais à l'abri. En général, ces équipes-là, tu vois, on les voit souvent sortir en huitième. Donc, oui, excès de confiance, oui, il est compréhensible, mais je ferai attention si j'étais eux. Il y a deux choses à discerner. Excès de confiance, je pense, Sacha, tu parlais surtout des médias et des supporters en t'écoutant. Oui, Vu qu'après, en plus, tu défends en disant que c'est une équipe qui a beaucoup d'ego, tu as raison. Même tu parlais de Pedri, c'est une star, mais presque même les stars, des joueurs comme Pedri, c'est pas quelqu'un qui a énormément d'ego en étant une star quand même, donc c'est rassurant. Et en plus, les joueurs, eux, pour le coup, en tout cas, peut-être qu'il y en a au sein du vestiaire, mais de ce qu'ils nous montrent, eux, il n'y a aucun excès de confiance, ou alors c'est un excès de confiance ultra bien maîtrisé, parce que statistiquement, et même ce qu'ils proposent dans n'importe quel match, c'est-à-dire les 3 matchs là, de qualification à la Coupe du Monde, ou même pendant la Ligue des Nations, que ce soit contre la France, et même contre le Portugal, ils ont quand même ils ont joué un minimum, bah, c'est satisfaisant. C'est-à-dire que même si supposons qu'ils sont en excès de confiance, c'est des résultats et une équipe qu'on aime et qu'on veut voir jouer comme ça. Donc c'est ce qui quand même me fait dire que
une équipe en excès de confiance, c'est une équipe qui se repose sur ses lauriers. Là, c'est pas le cas. On voit l'insistance du coach pour à chaque fois ramener les joueurs, tous les joueurs possibles, que ce soit, on a vu Lamine, on a vu à une certaine période aussi. On voit souvent des joueurs, là, c'est surtout le cas Lamine en fait, où il force pour le faire venir, malgré des potentielles fatigues musculaires ou quoi. Ça montre aussi que eh ben, ils ont les pieds sur terre, en fait. Que c'est là, oui, d'accord, on joue la Géorgie, la Turquie, la Bulgarie dans des qualifications, ou même sans ça, même avec l'équipe C, tu peux te qualifier. Mais non, en fait, on va tout donner et c'est rassurant pour la suite. Alors, un excès de confiance des supporters, comme il Sacha, oui, peut-être. De l'équipe, non, je pense pas. Là, je partage entièrement vos constats. Et quand je parle d'excès de confiance, je parle surtout au niveau de la presse. Mais évidemment que la presse espagnole est coutumière du fait, on la connaît. Avant le huitième de finale de Coupe du Monde 2006 face à la France, la presse espagnole avait dit que ce serait le jubilé de Zidane, son dernier match avec le dénouement que l'on connaît. Mais est-ce que là, surtout par rapport à la finale de Ligue des Nations, le terme de intouchable est pas trop fort, même avec l'image montrée lors de ces qualifications, selon vous? Sacha? Sacha, vas-y. Non, bah, non, mais moi j'allais dire, je vais y répondre et en même temps je vais te répondre à ce que tu disais, Axel. C'est que je suis d'accord avec toi, mais du coup, il faut voir comment l'équipe va réagir au fait que bah, maintenant, voilà, la presse et les fans se mettent à vraiment prendre la confiance, tu vois. Parce que ça rentre forcément dans leur tête. Tu vois, nous, on parlait par exemple du match PSG Dortmund, on en parle souvent de ce match-là, où le PSG s'est pris d'un excès de confiance alors qu'ils avaient perdu le match aller et ils ont fini par perdre le match retour. Mais ça s'est pas vu sur les joueurs forcément, tu vois, ça s'est vu sur les supporters. Mais quelque part, ça a mis dans toute la ville une ambiance que ça y est, ils allaient se retrouver au champ. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est même rentré dans la tête des joueurs, tu vois. Donc, en fait, tu as raison sur tout ce que tu as dit, c'est vrai, tu as raison. Que pour l'instant, on n'a pas l'impression, on peut pas dire que les joueurs sont dans une suffisance ou quoi. Mais moi, ce que je disais, c'est à voir pour la suite, en tout cas. Du coup, tu Ouais, complètes avec la question ou je réponds? Vas-y, vas-y, réponds. Axel. Je vais répondre en même temps, les deux. Parce que Allez. bah, c'est vrai, hein, ce que tu dis est vrai, on a à voir pour la suite, attention. Surtout que je rebondis sur ce que tu as dit avant. Une Coupe du Monde, comme a dit Mbappé, et je suis d'accord avec lui si c'est le cas, une Coupe du Monde, c'est totalement imprévisible. C'est jamais le favori qui gagne en vrai, c'est rarement ça. Donc, il se passe toujours des surprises. C'est la Ligue des champions du football international. Donc, oui, ils font partie des favoris parce que c'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, mais ça veut rien dire. Et c'est dans ces moments-là que l'excès de confiance peut jouer en plus de ça. Donc, oui, je reste d'accord avec toi malgré ton désaccord, entre guillemets. Et en plus de ça, quand on parle d'Espagne intouchable, bien sûr que c'est des mots trop forts. Mais de toute façon, la presse et les supporters espagnols, on les connaît bien, on sait comment ils sont. Toujours dans l'abus, tu as donné de bons exemples avec 2006, John. Mais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train d'oublier. Mais oui, c'est ça en fait. C'est intouchable. Alors qu'on a vu que contre le Portugal, bah, dès que tu rencontres une adversité qui était celle du Portugal, qui n'est pas non plus une très grande équipe sur la scène européenne actuelle. Ils ont de grandes individualités, mais il leur reste toujours beaucoup de défauts. Bah, ils ont buté, certes c'était une finale, mais ce genre d'excuses-là, elles marcheront aussi en Coupe du Monde en fait. Donc c'est pas une équipe intouchable du tout. Et surtout que là, elles vont affronter des équipes aussi hors continent européen, et c'est pas du tout le même football. Tout peut se passer, hein. Ouais, et maintenant, il y a une autre question qui se pose parce que l'équipe d'Espagne a remporté la Ligue des Nations en 2023, l'Euro en 2024, donc elle a acquis, elle a un autre statut maintenant. Et elle va devoir, on va dire, confirmer ce qu'elle a montré, mais encore gagner une compétition que cette génération-là n'a pas encore gagnée. L'Espagne a gagné, bien évidemment, la Coupe du Monde en 2010, mais cette génération-là n'a pas encore gagné de Coupe du Monde. Et est-ce qu'elle en sera capable? Parce qu'on a vu que la génération de 2008 à 2012, effectivement, elle a quand même gagné les 2 euros assez facilement, mais que la Coupe du Monde, ça a été quand même plus difficile pour elle. Donc, Mais en plus, dans l'histoire de l'Espagne, ça a toujours été une Coupe du Monde, ça a toujours été une compétition qui leur faisait un peu défaut. Bah, En je crois 2010, que
En Non, 2010, il vas-y. leur fallait une génération dorée, quoi. Bah, même que 2010, je crois que c'est la seule fois où ils passent les quarts de finale Ah ouais, de, voilà. de Mais toute surtout, l'histoire de l'Espagne. ouais, ouais, les récentes les aident pas. 2010, il leur faut la génération dorée, peut-être la meilleure équipe de l'histoire du foot de sélection pour la gagner. Et encore, il la gagne quand même assez difficilement avec cet effectif et le niveau proposé, il l'arrache en prolongation, donc sur un but d'Iniesta. Donc Oui, c'est et toujours une compétition. excuse-moi juste de te dire ça, ils perdent le premier match de groupe et ça joue Ouais. sur un face-à-face manqué ou de Robben ou alors gagné par Tu Casillas, t'en hein. rappelles bien de contre qui ils ont perdu le premier match de groupe, Joe. Effectivement, ouais, effectivement. Je me rappelle même où j'étais à ce moment-là. Donc, imagine. Ouais, C'est pour la Suisse, c'est qu'ils l'ont pas. C'est contre la ouais. Suisse. Ouais. En effet, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y. Non, bah, j'avais fini de toute façon en disant que c'est toujours une compétition qui leur a fait défaut. Et donc, avec ça, c'est un peu comme l'Angleterre en fait. Avec ça, on les attend toujours très haut et au final, ça déçoit. Et donc, ça rabat les cartes par rapport à le niveau qu'ils proposent. Et on répond encore une fois à la question, non, ils ne sont pas du tout intouchables. Ils sont pas intouchables, mais par contre, moi, si j'étais supporter euh, de la Rora en étant espagnol, journaliste ou pas, j'aurais quand même beaucoup de confiance. Pourquoi? Et je ne parle pas seulement par rapport à la Coupe du Monde, je parle par rapport à l'avenir de la sélection. Quand on voit les âges de Yamal et de Pedri, moi, je serais extrêmement heureux et confiant. Me dire que, en tout cas, sur les 10-15 prochaines années, on sera compétitif. Il n'y aura pas de creux générationnel et qu'on va pouvoir aspirer, en tout cas, à gagner ces compétitions. Dans ce sens-là, si j'étais eux, oui, je serais confiant. Et surtout, quand on voit l'effectif actuel avec le doublement, le triplement de certains postes, non, on va venir sur le sujet. Il y a de quoi être confiant. Même si, effectivement, en termes qualitatifs, à certains postes, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Ça, on est d'accord. Mais Bah, la force de cette sélection, c'est surtout sa cohésion. Et elle est grandement due à un point que vous avez mentionné, c'est l'absence d'ego. Vas-y, Axel. Bah, c'est dur de pas être d'accord avec toi parce que c'est presque du factuel ce que tu nous dis, même si sur le côté Pedri a mal pendant 15 ans, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'est vrai que pour les prochaines années, en tout cas, tu as des joueurs de très haut niveau et pas que ceux-là, hein, évidemment. Mais il faut pas oublier que le football, c'est constamment des cycles et surtout le foot de sélection, ça bouge très vite. Ça va vraiment très vite. En 5 ans, le football de sélection n'a plus le même Ouais. visage. Donc, donc, en fait, moi, si j'étais supporter de l'Espagne, je serais confiant dans un premier temps parce que oui, l'Espagne se doit de faire quelque chose. C'est même pas, on espère, c'est qu'elle se doit de faire quelque chose. Donc forcément, ça rajoute un boost de confiance. On ne joue pas dans la même cour que les autres, c'est vrai. Mais il faut se dire aussi que c'est potentiellement la dernière fois que tu peux la gagner avant longtemps. Comme le football, c'est des cycles, à moins que il y aura peut-être encore 2030. C'est possible que cette génération tienne encore jusqu'à 2030, mais ça va commencer à durer. Et donc, moi, je stresserais un peu de me dire, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, parce que ça veut rien dire. Ils peuvent la regagner dans 10 ans, dans 20 ans. Je parle de l'histoire proche, on va dire, un futur proche. Donc, il y aurait quand même ce petit stress. J'ai envie de vous faire un parallèle, je ne sais pas si vous allez le saisir, mais la saison dernière, en tant que supporter du Barça, quand on jouait avec des champions, avec le football qu'on proposait, le fait qu'on impressionnait beaucoup nos adversaires, qu'on avait un parcours quand même assez facile, que ce soit en phase de groupe, en phase de ligue ou en phase d'élimination directe, j'avais ce sentiment de me dire, c'est maintenant ou jamais. Pas qu'on va pas la regagner d'ici quelques années, mais en tout cas dans un futur proche, si on la gagne pas maintenant, j'ai ce feeling de on la gagnera pas l'année prochaine. Et bon, l'histoire, on la connaît. On sait, là, maintenant, on va tout faire pour la gagner. Mais on ne l'a pas gagnée. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce côté de maintenant ou jamais. Si, moi je capte, hein. Moi je comprends. No, moi aussi, Merci, Sacha. moi aussi. Maintenant, je pense que eux ont aussi ce sentiment parce que peut-être que pour un Rodri, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Euh,
Il y a peut-être pour un Oyarzabal, un Morata. Carvaral. C'est peut-être non, un Oyarzabal. Non, mais Carvaral même. Carvaral aussi, voilà. Ouais, Ouais. un Carvaral, exactement, qui a quand même été prépondérant dans le titre de 2024. Donc, peut-être qu'eux ont ce sentiment, et c'est bien. Mais maintenant, moi, mon point, c'est de se dire, effectivement, si on ne la gagne pas, on aura quand même du matériel pour aspirer à tout dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense. Bah, moi, je suis quand même d'accord avec Axel pour dire que je trouve que c'est un peu hâtif de dire ce que tu dis. Parce que c'est vrai que le football en général, mais alors encore plus le football de sélection, ça va quand même super vite. Là, tu vois, moi, j'ai l'exemple qui me vient en tête, j'en avais déjà parlé à Axel, même s'il n'est pas trop d'accord avec moi. Bon, c'est un exemple en club. Mais tu vois, moi, Chelsea, en 2021-2022, ils venaient de prendre la Ligue des Champions et ils avaient un effectif hyper jeune. Ils avaient un effectif avec que des joueurs jeunes où tu te disais que ils étaient à 10% de leur progression. Et ils étaient quand même forts. Avec des Mount, des Rhys James, des Havertz, euh, plein d'autres joueurs, même les joueurs du centre de formation. Tu vois, je les ai même plus en tête carrément, tellement ces joueurs maintenant, ils sont devenus personne. Et tu te disais un petit peu bah, voilà, que cette équipe, elle allait être bien pour 10 ans. Et au final, pas du tout. Et la moitié de ces joueurs-là, aujourd'hui, c'est des inconnus quasiment. Donc, moi, je suis quand même méfiant avec ce truc de se dire, là, tu as Yamal, Pedri, tu as Huysen, Koubarsi, tu as plein de bons jeunes joueurs, donc que tu es bien pour 10 ans. Moi, je suis quand même méfiant avec ça, tu vois. Non, moi je dis pas forcément bien, mais que tu puisses aspirer à des titres. Après que tu les remportes, c'est autre chose. C'est autre chose. Et après, il y a aussi d'autres joueurs qui vont émerger. On le voit effectivement. Quand, par exemple, il n'y a pas Carvaral ou Rodri, il y a, par exemple, un Pedro Porro ou un Zubimendi. Et sans parler encore de tous les autres joueurs qui peuvent émerger, dont on sait, qu'on ne connaît pas encore. Et effectivement, le fait d'avoir pardon, le fait d'avoir des tauliers comme Rodri ou Carvaral ou même Morata, c'est très important pour un groupe parce ils ont beaucoup d'expérience. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais vous lancer sur un sujet, celui du latéral gauche. De la Fuente a pour habitude de convoquer Grimaldo et Cucurella, mais il y a aussi pour moi Baldé et Carreras qui peuvent parfaitement aspirer non seulement convoquer, à être sélectionnés, mais à jouer. Donc, comment est-ce que vous pensez que le sélectionneur va gérer cette situation? Bah, c'est dingue, hein. Franchement, déjà, c'est dingue de se dire que sur tu vois, là, je vais pas faire de tête, mais en tout cas, sur les 10 meilleurs latérales gauche du monde, je pense que les 4 sont dedans. Et il y a moyen que les 4 soient dans un top 6, top 7, pour dire, avec Nuno Mendes et je sais pas qui, je sais même pas il y a qui d'autre comme latéral Ça se gauche. trouve même dans un top 5. Bah ça se trouve, hein. Après, je sais pas, Grimaldo dans un... Ah, si, en vrai, hein. Donc, Facile de fou. c'est vraiment dingue de se dire ça. Euh, Et surtout que, je sais pas, Baldé, c'est un peu bizarre, parce que Baldé, même quand Baldé était vraiment fort et tout, bah, il l'appelait pas. Je crois qu'il a jamais appelé Baldé, ou presque jamais. Et moi, bon, je vais dire ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais moi, le niveau que j'ai vu de Carreras là sur les premiers matchs de Liga, enfin jusqu'au match face à Atlético, c'était n'importe quoi. Après, c'est peut-être un point d'amélioration. Il doit peut-être mieux gérer son stress, du coup, je sais pas. Mais moi, le niveau que j'ai vu de Carreras là, pour moi, c'est impossible qu'il soit pas titulaire en sélection. Titulaire. Bah, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, on parle Un de peu tôt, là. meilleur, mais moi, le niveau auquel je l'ai vu, peut-être que c'est pas son niveau définitif, et alors c'est une autre question. Mais le niveau auquel je l'ai vu, je pense qu'il est encore plus fort. Je pense en fait carrément que c'est un Cucurella amélioré. Que c'est les mêmes joueurs, mais en amélioré carrément. Bah, Donc, titulaire, je suis pas sûr, parce qu'il y a un autre aspect, mais en tout cas, peut aspirer à l'être, ça, il n'y a aucun problème. oui, 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 t'as raison. Et donc,
il sera quand même intéressant de voir comment le sélectionneur va gérer ça, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il est assez conservateur dans le sens qu'il aime pas trop, on va dire, modifier son groupe, pas forcément pour des raisons de niveau, mais aussi pour la bonne atmosphère et la dynamique qui s'est instaurée dans son groupe. Et par rapport à cet aspect, il y a des gens qui ont pris en exemple Johan Garcia, qui est un Ah, gardien c'est vrai, je l'avais oublié. qui est un excellent gardien, mais apparemment compte pas, on va dire, modifier sa hiérarchie pour des raisons de commodité et de dynamisme, de statut et de paix dans le vestiaire. Comment tu vois ça, Axel? Bah, ça me pose aucun problème, en vrai de vrai, de mettre d'avoir ce concept-là au sein d'une sélection nationale, parce que on l'a vu à travers l'histoire, et même à travers l'histoire de l'Espagne, que c'est une sélection qui a souvent eu les meilleurs joueurs. Alors, à chaque fois, je me rappelle, quand je regardais les effectifs de sélection, que je voyais l'Espagne, je me demandais comment c'était possible que ces gars-là avaient qu'une seule Coupe du Monde. Surtout que c'est quasiment dans toute l'histoire hein, que c'est comme ça. Donc, on se pose des questions. Et quand on regarde aussi l'équipe de France récente, qui prend la Coupe du Monde en 2018, qui fait une finale d'Euro en 2016, une finale de Coupe du Monde en 22, qui est toujours quasiment, il y a à part l'Euro 21 dans le dernier carré des compétitions auxquelles elle joue, et une Ligue des Nations aussi. Donc, ce concept d'avoir un groupe uni et de ne pas sélectionner tout le temps les meilleurs joueurs, bah, ça ne me dérange pas. C'est comme pour rester un peu, pour dévier un petit peu, le cas Baldé, qui je sais dans la communauté barcelonaise fait beaucoup de bruit parce que beaucoup ne comprennent pas. Peut-être même que Baldé à certains moments, du coup je te réponds à ça, si Baldé a déjà été convoqué, il me semble, depuis 2022, il a joué quelques matchs, pas énormément, mais il a dû jouer une dizaine un peu moins. Mais le cas Baldé, parce qu'il y a certains moments, il méritait sûrement plus d'être d'être titulaire à ce poste que certains. Bah, moi, ça me dérange pas à partir du moment déjà où tu gagnes sans lui. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de lui, donc que c'est pas grave, techniquement. C'est dommage pour lui, mais c'est pas grave. Mais après, j'avoue que d'un côté barcelonais, moi, ça me dérange pas pour les blessures. Voilà, je m'avoue vaincu, c'est vrai, il y a ça. Mais, euh, mais j'ai jamais eu de mal, moi, avec ce concept de. Au contraire, je trouve qu'il est bien. On l'a pas mal reproché aussi à Deschamps avec les sélections de certains et les non-sélections d'autres. Mais en fait, je crois que l'une des seules fois où il a essayé de changer, c'était l'Euro 2021. On a vu ce que ça a donné. Donc, je pense que le concept de créer un groupe uni, en plus, quand tu es l'Espagne avec ces joueurs-là, ces individualités-là, ce niveau-là, bah, je crois que c'est vraiment la recette parfaite. Hein. Rien à dire. Ouais, surtout que si on prend Grimaldo et Cucurella, ils ont quand même deux profils distincts. Et ça, c'est quand même très positif et ça te donne des options et des alternatives au niveau tactique suivant les circonstances d'un match. Moi, je comprends qu'il ne veuille pas bouleverser sa hiérarchie par rapport à la dynamique qui s'est instaurée dans le groupe depuis l'Euro 2024, surtout que lorsque Cucurella fait des mains dans la surface, ben, elles ne sont pas sanctionnées. Donc, je, donc je vois pas C'est pourquoi un truc de fou quand même cet épisode. On a continué nos vies normalement. c'est vrai, hein. Non, mais parce que moi, en fait, je croyais, et jusqu'à il y a très peu, j'étais convaincu que, que Fulkrug était hors jeu sur sa remise. Et en fait, j'ai vu des images qui démontrent que c'est pas le cas. Donc, Mais il n'y a pas effectivement, une histoire comme quoi la FIFA ou l'UEFA a reconnu que c'était une erreur ou un truc comme ça? oui, 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 l'UEFA, quelques mois Ah après, oui. Bah, a c'est qu'en reconnu plus, que je sais pas si tu te rappelles, Axel, l'arbitre là, de Première Ligue qui s'est fait virer il y a pas longtemps parce que il a fait une vidéo où il disait des gros mots sur Liverpool, un truc comme ça. Je sais pas si ça te dit un truc. Non, pas du tout. Ah merde. Bah, bah cet arbitre-là, apparemment, il avait pris du cannabis juste avant. Il était arbitre VAR de ce match. Et il avait pris du cannabis juste avant. Wow. Ok. Non, alors, c'est pas une source foireuse hein, qui dit ça, c'est ouais, j'avais lu officiel. quelque chose comme ça. Ouais, j'avais lu quelque chose comme ça, ouais, effectivement. Effectivement. Mais moi, comme je vous l'ai dit, jusqu'à il y a très peu, j'étais convaincu qu'il y avait euh, En jeu. hors jeu sur la remise de Fulkrug. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a même pas eu de check à la VAR. Donc je me suis dit
que moi, de ma tête, sur le moment, je me suis dit, l'arbitre VAR a dit à l'arbitre principal qu'il y avait hors-jeu, puis à partir de là, c'était fini. Donc, parce qu'on est vite passé à autre chose. Je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est tout le Kroos, temps. Kroos aurait jamais pris sa retraite. Il serait toujours en train de jouer. Ouais. Non, parlez bien de Fulkrug, il peut pas être en jeu, s'il vous plaît. C'est mon protégé, Fulkrug. Il est jamais en jeu. Bah, Ouais. Maintenant, les amis, j'aimerais aborder un autre poste avec vous, celui de milieu de terrain, parce qu'il y a Rodri qui a rechuté. Et bon, voilà, Pep a rassuré en disant qu'il serait au top pour la Coupe du Monde 2026. Mais concrètement, est-ce que ça rebat les cartes au niveau de l'entrejeu? On a vu par exemple un Zubimendi qui a fait un excellent match face à la France, par exemple, à la Ligue des Nations. Donc, comme par exemple lors de la finale de l'Euro 2024, quand il est entré à la mi-temps à la place de Rodri, il a montré qu'il pouvait le suppléer de manière convaincante. Est-ce que là encore, vous pensez que même un Rodri qui ne sera potentiellement plus celui qu'on a connu, va emporter les faveurs du coach aussi pour des raisons de statut, ou est-ce que là, la hiérarchie risque d'être bousculée? Sacha. Eh bah, franchement, c'est super compliqué. Et c'est là où c'est intéressant parce que, comme c'est des joueurs qui ont pas d'ego, pas trop d'ego selon moi, bon, quoi que Rodri, je pense qu'il va commencer à avoir un ego là. Bah, en fait, c'est un peu c'est bénéfique pour l'Espagne parce que c'est de la concurrence là. Je pense où les deux vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais franchement, bah déjà, je pourrais pas te donner une réponse. Faut que ce soit Zubimendi, faut que ce soit Rodri. Je pense que ça rabat un petit peu les cartes, mais que quand Rodri va arriver et dire bon bah je suis quand même le boss de cette sélection, euh, bon bah ça va quand même peser. Il y a autre Le chose. ballon d'or, hein, tu peux le dire. Le ballon d'or, le Non, seul ballon d'or de cette ça sélection, va, tu non. peux le dire. Donc, quoi? Un Non, problème? parce non, il a pas gagné le Ballon d'Or. Ah, ok. Ah, je me suis trompé. Et il y a autre chose aussi, c'est que bah, Zubimendi peut jouer 8 aussi. Donc ça peut donner un truc où en fait tu as 4 joueurs pour 3 postes, ce qui est différent d'avoir 2 joueurs pour un poste, tu vois. Ça peut être un joueur qui tourne sur 4 matchs, et donc avec Fabian Ruiz qui peut des fois être sur le banc, enfin on peut l'imaginer. Mais sinon, bah, c'est assez similaire d'ailleurs à ce qui se passe au poste de latéral droit, parce qu'au poste de latéral droit, tu as Pedro Porro qui a pris la place de Carvajal pendant les 1 an où Carvajal était blessé. Sauf que le malheur, c'est que Pedro Porro a performé. Pedro Porro s'est super bien intégré dans cette équipe. Donc on a le même truc où il y a des leaders qui doivent essayer de reprendre leur place de titulaire, et des nouveaux, un peu plus jeunes, un peu plus frais quand même, et puis qui se sont pas fait les croisés au passage, qui eux bah, performent et se sont bien intégrés dans l'équipe. C'est Ah, très oui, pardon. intéressant, c'est très intéressant ce que tu soulignes avec Rodri et Carvajal, parce que ça, c'est le genre de scénario où si tout d'un coup il y a une débâcle à la Coupe du Monde 2026, genre l'Espagne sort en phase de groupe ou en huitième de finale, c'est peut-être deux joueurs qui seront peut-être amenés à ne plus jouer pour l'Espagne pour dire ah, on tourne la page. Comme c'était le cas en 2006 avec Raoul. Après 2006, il a plus Ouais, joué. j'avoue. Voilà. Et C'est ça peut possible. même, enfin désolé, je te laisse finir après, mais ça peut même être un Vas-y. truc où du genre, si ils sont titulaires et que l'Espagne perd, ça va dire bon bah fallait faire jouer Pedro Porro et Zubimendi. Et à l'inverse, si c'est Zubimendi et Pedro Porro qui sont titulaires et que l'Espagne perd, ça va dire bah oui, qu'est-ce que vous croyez à mettre vos leaders sur le banc, quoi. Je sais pas si on va leur reprocher de ne pas avoir mis Pedro Porro, Zubimendi s'ils perdent. Moi je pense que Mais c'est possible, hein. si c'est possible, parce qu'il y aura de toute façon, on est plus intelligent après coup, de toute façon, en cas de débâcle, et il y a de toute Ouais. façon des gens qui vont contester les choix du coach. Ça, c'est évident. Donc moi, je pense que c'est possible, hein, justifié ou non. Mais c'est vrai qu'on pourrait assister à ce scénario s'il y a vraiment en cas de débâcle, hein, si parfois l'Espagne est éliminée en demi-finale, alors que peut-être en prolongation, en penalty, je vois pas Contre l'Argentine et tout, ouais. ouais, je vois pas ce scénario se reproduire. Maintenant, j'aimerais aussi vous lancer sur
un autre poste qui fait parler, c'est celui d'attaquant axial. Le titulaire lors du dernier match, c'était Oyarzabal. Là, euh, il y a Borja Iglesias qui est entré en cours de jeu. Probablement Morata sera encore sélectionné. Est-ce que ce poste n'est pas un peu le point faible de la Roja? Ou alors au contraire, on a, c'est peut-être aussi l'une des raisons qui fait qu'il y a, on va dire, peu d'ego dans cette équipe, dans le sens si on avait vraiment un grand attaquant comme Haaland ou Mbappé ou Kane, est-ce que la cohabitation serait possible avec Lamine Yamal? C'est vrai que c'est un beau parallèle. C'est vrai, de toute façon, historiquement, ça a toujours été, enfin toujours, on va dire en 21e siècle, l'histoire récente, ça a toujours été un poste qui a fait défaut à l'Espagne. Il n'y a jamais eu de... Parce que tu as eu Morata, mais même Morata, ça n'a jamais été le grand neuf. Donc Bah, tu veux c'est dire sur les dernières années, parce que tu as quand même eu David Villa, Raoul. c'est vrai. David Villa, j'avais oublié ce mec. Je Et Torres, m'excuse. Mais, oui, on va dire sur les dernières années, depuis Villa et Fernando Torres, bah, t'as plus personne en fait. Et t'as eu Morata, mais c'est pas non plus incroyable. Et ça marche quand même. Donc, en quelque sorte, non seulement c'est bénéfique par rapport à ce que tu dis, parce que oui, ça enlève une grosse part d'ego qui est le numéro 9. Et en plus, bah, ça te permet de faire marquer plus de joueurs. Au lieu de concentrer tes buts sur un seul et même joueur, bah, tu as plus de joueurs différents qui marquent. Et c'est toujours beaucoup plus intéressant dans une équipe d'être dangereux par tous les postes, en fait. je suis d'accord avec toi. Et on l'a vu, moi, ce match contre la Turquie m'a vraiment marqué, où il y a eu une Ah transition bah oui, que- et que Yamal a décalé Ferran Torres, qui a ensuite marqué. J'ai trouvé vraiment l'image frappante. De se dire, on marque, on fait marquer, on n'essaye pas forcément de faire ses statistiques. Et ça, c'est le signe d'une équipe euh, qui est en confiance, mais aussi en osmose. Moi, c'est vrai que personnellement. même les joueurs qu'on dirait qu'ils ont de l'ego, donc notamment peut-être Lamine Yamal, peut-être Nico Williams, bah, sur le terrain, ils en ont pas en fait. C'est des joueurs qui ont de l'ego en dehors, mais sur le terrain, c'est des mecs qui vont pas, en tout cas, pas autant que ce qu'on imagine, croquer ou ne pas faire la passe quand il le faut. Au contraire, ils ont cette science du jeu qui fait que ils font la passe quand il le faut, mieux que certains qui sont censés le faire et qui n'ont pas d'ego non plus. Donc, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment incroyable. Ouais. Vous avez mentionné avant Pedro Porro, qui, au poste de latéral droit, qui a suppléé Carvaral, mais l'autre jour, il y a un autre joueur qui l'a remplacé, qui est pour moi excellentissime. C'est Marco Llorente. Ouais. On en parlait aussi avec Actel juste avant. Et c'est là que je vois que franchement, c'est dingue. C'est dingue la qualité qu'il y a dans cette équipe parce que moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si c'est parce que c'est une unpopular opinion ou juste qu'on n'en parle pas assez. Mais moi, je le trouve super fort, Marco Llorente. Je le trouve vraiment super fort. Si on parle juste individuellement, je le trouve même plus fort que et Pedro Porro et Carvaral. Donc, on parle du poste de latéral gauche, sauf que latéral droit aussi, ils ont trois latéraux qui sont possiblement parmi les meilleurs à leur poste. Et, et ouais, c'est là que tu te dis que la qualité dans cette équipe, elle est dingue. Parce que, parce que tu arrives à gagner l'Euro sans appeler Baldé, sans appeler Koubarsi, sans appeler Marcos Llorente. Je crois pas qu'il ait été appelé. Il me semble pas. Donc, ouais, tu as totalement raison. Et il y aura peut-être, on verra, je sais pas comment ça va se passer, mais il y aura peut-être une espèce de concurrence entre les trois, du coup, Llorente, Carvajal et Porro. Et à voir qui gagnera, même si je donne pas trop cher de la peau de Llorente. Et le fait de pouvoir remplacer ses titulaires par des joueurs de qualité similaire, c'est très utile quand il y a des blessures. J'ai mentionné avant la finale de l'Euro avec Rodri Zubimendi. C'est vrai. Ça peut faire des différences. Parce qu'il y a pas, il y a pas chaque sélection qui peut se, qui peut se targuer
d'avoir ça, concrètement. Donc ça, c'est un facteur qui peut faire la différence si justement la gestion des égos est bien gérée. Si par exemple Marco Llorente il commence à faire des remous parce qu'il a envie d'être titulaire, là ça pose problème. Et si justement, il n'y a pas ça, c'est un atout. Et c'est peut-être pour ça, ça c'est une hypothèse spéculative, c'est peut-être pour ça que Baldé et Carreras, mais plus Baldé, ne sont pas sélectionnés. Parce que s'il joue bien, là le sélectionneur il a peut-être un problème. Bah ouais, mais est-ce que ça peut pas faire une espèce de concurrence aussi? Mais justement, je pense pas qu'il veut ça, justement. Ah Il ouais? veut pas je pense pas qu'il veut des concurrents. Ils veulent des joueurs qui puissent bien suppléer les titulaires. Parce qu'après, peut-être qu'il a peur de briser une Ah. dynamique. Parce que s'il commence avec un, les autres ils vont se dire attention. Parce que la concurrence, c'est peut-être différent entre sélection et club. Là, c'est Bah, des. bah non, mais peut-être, mais quelque part, je me dis, bah, il a pas eu peur d'appeler Huysen parce qu'il avait une blessure. Il l'a appelé alors qu'il n'était pas dans la liste de base. Et puis, il l'a mis titulaire directement, tu vois. Ouais, Ce qui a fait défaut à Koubarsi très, très directement parce que carrément, bah, maintenant, Koubarsi, enfin, Huysen n'est plus seulement un titulaire, c'est un titulaire indiscutable de cette équipe maintenant. et comment tu le vois, Axel, toi? Bah, moi, je suis plus de ton côté, John, surtout que je me dis aussi dans un sens, pour justement l'équilibre et le bon vivre ensemble d'un groupe, je me penche surtout sur le côté du latéral gauche. Est-ce que vaut-il mieux pas ne pas sélectionner plutôt que de faire croire, plutôt que donner de l'espoir, plutôt que de s'entêter, je parle à la place du coach, s'entêter à faire des choix par affinité, pour donner des minutes, pour faire plaisir. Et même peut-être pour Baldé, peut-être qu'il le vit mal, mais je pense que c'est quand même plus sain pour lui. Parce qu'on parle de Carreras, mais Carreras, c'est tout nouveau, en vrai. C'est sûr qu'il n'allait pas être sélectionné quand il jouait avec Benfica. Et là, c'est tout nouveau avec le Real. C'est récent. On n'a pas vu grand-chose encore pour estimer être sélectionné. Et bien sûr, il fait partie des prétendants. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour le cas de Baldé, bah, je pense que c'est mieux pour Baldé de ne pas être sélectionné et de se dire le jour où il y a un blessé au poste de latéral gauche, ça va être moi. Le jour où il y a un moins bien, ça va être moi. Et là, j'aurais pu faire mes preuves plutôt que d'être sélectionné, de devoir faire les entraînements, mais de jouer aucun match, de devoir faire des déplacements en plus, euh, de, de, qu'on te donne peut-être même des minutes pour te faire plaisir, mais quand on sait qu'on va pas, tu seras jamais le titulaire, en fait, c'est un autre contexte à gérer qui est encore plus dur que simplement ne pas être convoqué. Donc, et même pour Baldé individuellement, s'il sait que dans sa tête, il y a l'étape être appelé en sélection et être titulaire en sélection, bah, c'est un objectif qui te pousse à être le meilleur à ton poste. Alors que s'il était déjà appelé et qu'il y avait une sorte de flou autour du poste, bah, il n'aurait pas cet objectif et donc ça aurait changé pas mal de choses. Ce qui me fait dire que je suis quand même un peu plus du côté de John sur ça, en fait. Ouais. Autre point, le sélectionneur paraît quand même attentif à ce qui se fait en Liga. On l'a vu notamment euh, par rapport qui sélectionne et fasse jouer, par exemple, un Jérémy Pino, qui sélectionne Jorge De Frutos, Dani Vivian, Alex Garcia qui joue à Leverkusen, et par exemple Ah. aussi à Pablo Barrios, Alex Baena. Donc, on a quand même un sélectionneur qui donne sa chance aux joueurs et qui les récompense en quelque sorte de leur performance dans leur club respectif. Moi, je trouve ça assez positif, personnellement, parce que les joueurs voient non plus que la porte n'est pas non plus fermée. Mais là, on a justement des profils, on va dire, différents. Pas forcément des profils qui peuvent aspirer à la titularité. Et moi, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est ça que le sélectionneur recherche. C'est-à-dire que pour lui, son 11, dans les grandes lignes, il l'a, mais il cherche justement des profils qui, en termes d'ego, ne vont pas poser de problème, tout en pouvant suppléer les titulaires si besoin est. Voilà. Sacha, t'es toujours pas convaincu? Bah, en fait, je vois ce que vous voulez dire, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est vrai, tu m'y as fait penser. On en parlait avec Axel un peu des joueurs de l'Espagne.
et j'avais complètement zappé. Je pense que quand même, au bout d'un moment, si à la fin de la saison, on dit que Joan Garcia, c'est le meilleur gardien du monde, Juan Garcia, désolé, bah, je vois pas pourquoi il serait pas appelé, en fait. Parce que je... Enfin, on verra, tu vois, on peut pas prévoir, mais je vois pas comment il pourrait... il peut que améliorer l'équipe. Enfin, si à la fin de la saison, on estime que voilà, au Barça, ça aurait été une réussite. Axel, est-ce que tu penses que Juan Garcia, gardien de ton club favori, peut déboulonner Unai Simon? C'est bien orienté comme question. Non, mais en plus, je voulais apporter quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas un danger, qui, pour l'instant, n'inquiète pas, mais ça pourrait l'être à l'avenir. C'est le poste de gardien de but. Parce que tu as Unai Simon qui a fait le travail jusque maintenant, même s'il y a eu quelques boulettes, mais bon, il a quand même fait le travail. T'as Raya, t'as Remiro. En fait, c'est pas des grands gardiens. Et en fait, le problème, c'est que une équipe, une grande équipe, a besoin d'un grand gardien. Faites-vous les effectifs de toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, toutes les grandes équipes d'histoire du foot. Je pense que plus de 90% avaient un grand gardien. Et, et là, t'en as pas. Alors après, le parallèle avec Juan Garcia, bah, c'est encore un peu tôt pour le sélectionner, je suis d'accord. Après, en tant que troisième gardien, pourquoi pas, mais ça revient même avec Baldé en se disant, bah, tu sélectionnes un gars comme ça pour être le troisième plan, bah, vaut mieux pas le sélectionner. Donc, quelque part c'est pas la peine. Mais, euh, mais tu vois, Huysen, il a profité d'une blessure et il a quand même pas hésité, en voyant son niveau, à en faire le titulaire et pas. C'était. C'est profiter de la blessure de qui, Huysen, rappelle-moi? Euh... Inigo Martinez. Inigo Martinez, c'est au même moment qu'il y a eu le truc de Osasuna, là. Donc Oui, mais alors pardon, là, je me permets de vous interrompre, vas-y. excusez-moi, parce que justement, il faut prendre en compte l'aspect de l'âge. Quel âge regardez les âges par exemple, de Nico Martinez, mais aussi de Aymeric Laporte, et peut-être à un moment une volonté justement de euh, régénérer l'effectif, surtout par. Ouais, mais t'avais Koubarsi avant Hussein. En fait, c'est ce que j'allais dire justement, c'est il a pas profité d'une blessure pour faire remplacer dans l'effectif le blessé. Oh, il a vu que la doublure était plus forte. Bah, on le garde. C'est qu'il a carrément mis Koubarsi sur le deuxième plan, en fait. Alors que c'est deux jeunes, il a juste vu et il a juste estimé qu'il était plus fort que Koubarsi. Ce qui fait que, en fait, je pense que De La Fuente n'aurait aucun mal à, dans le cas de Baldé, le mettre si, après une blessure, en équipe d'Espagne, on se rend compte qu'il est plus fort qu'un des deux autres ou les deux autres. Pareil pour Juan Garcia, si à la fin de la saison, il prend vraiment en maturité et il monte vraiment un niveau impressionnant avec le Barça, et qu'en fait, on se rend compte que s'il est appelé, s'il y a une blessure, bon, quand c'est un gardien, c'est plus délicat, j'avoue. Mais en fait, c'est pour dire que dans l'état d'esprit, j'estime pas que De La Fuente aurait du mal à bouger les joueurs si vraiment ils sont meilleurs. Même s'il y a tout ce système de groupe, garder un groupe soudé, si on se rend compte qu'en équipe d'Espagne et que dans le monde en général, Juan Garcia est meilleur qu'Unai Simon, bah, je pense pas qu'il fera la tête froide, la tête dure, je sais pas. Si, la tête dure. Ok. Ouais. Bon, bah, ça va. Quoi? Non, mais On c'est, arrive quand même sur un point commun, je on pense. arrive sur un point commun, parce que moi je suis d'accord avec ce fait que quand il n'y a pas vraiment de top mondiaux à leur poste, je pense que la hiérarchie peut être brisée. Et comme on l'a vu au dernier Euro, la charnière c'était Laporte, le Normand. Et je ne vais pas dire que c'était le maillon faible, mais on n'est pas face à des, on n'a pas affaire à des joueurs de classe mondiale. Donc, s'il y a des joueurs meilleurs qui émergent, je pense que la hiérarchie peut être bousculée. Bah, je suis d'accord. Bah, moi, ça me va alors. Ça me va. Et quel futur vous voyez pour cette sélection à court terme, la Coupe du Monde 2026, ça va se jouer sur quoi? Je pense que l'Espagne est parmi l'un des favoris, mais le facteur déterminant, ce sera quoi, selon vous? Bonne question. Je te laisse Euh, répondre, Axel. tu me mets dans la panade. Je... Est-ce qu'il y a un facteur déterminant, même, en vrai? Euh, Peut-être, comme en 2010, perdre son premier match de poule.
peut-être à l'instar de l'Argentine 2022, perdre son premier match de poule, ce qui te motive, ce qui fait que tu arrives quand même à te qualifier. Et donc, ça te prouve à tout ton groupe que vous êtes capable d'avoir un état d'esprit de surmenage et donc d'aller au bout. Mais, euh, mais je crois que parfois, il n'y a pas besoin d'avoir de facteurs à proprement parler, hein. Parfois, c'est juste le niveau qui parle. Et ce serait beau de refaire le doublé Eurocoupe du Monde après 2008-2010. Ce serait sympa, ouais, effectivement. Et pour moi, il peut y avoir un facteur déterminant. Ce facteur déterminant, c'est ni plus ni moins que Lamine Yamal, pardon. Parce qu'on l'a vu lors de la dernière demi-finale de l'Euro qui peut totalement changer le cours d'un match. Mais il peut aussi, s'il n'est pas à son meilleur niveau, on va dire un peu briser les, enfin, faire en sorte que la puissance offensive de son équipe baisse, comme lors de la dernière finale de la Ligue des Nations. Et pour moi, c'était pas seulement dû à l'adversaire qu'il affrontait, c'est simplement lui aussi qui était dans un moins bon jour. Parce que la différence, il est capable de la faire aussi au niveau de la passe, pas forcément au niveau du jeu. Peut-être un excès de confiance ce jour-là. Peut-être aussi, voilà. Donc c'est peut-être un mal pour un bien ce qui lui est arrivé. Et voilà, moi en tout cas, comment je le vois. Moi, je pense un peu comme toi, John. C'est vrai, je me disais ça. C'est vrai qu'il y a mal, c'est quand même. C'est vrai que quand même dans cette équipe où il n'y a pas d'ego, bah, il y a quand même ce joueur qui fait les différences. Mais j'ai envie de dire que. Comment dire? Comment t'as posé la question encore? Que le facteur X, je pense que ce sera de rester simple. De rester simple dans le sens où je pense qu'au dernier Euro, à un moment, tu étais fort parce que ton jeu, il était simple. Il était plus forcé. Il était pas. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire un truc. Je trouvais qu'avec Pedri en 10, le jeu était un petit peu forcé, dans le sens où, bon, on le sait, on le sait maintenant, il peut performer à ce poste, mais c'est pas son poste. Et mais c'est pas son poste. Et donc les matchs étaient bien. Il y avait eu des bons matchs quand même. Ça avait battu la Croatie, l'Italie. Mais dans l'absolu, je trouvais que c'était un peu forcé. Et que quand tu as remplacé Pedri pour mettre Olmo à ce poste, eh ben, t'étais hyper simple. C'était pas. Je me répète, désolé. Mais c'était pas forcé, quoi. Ça jouait simple. Mais Ça jouait simple, ça jouait tu sais ce qu'a football. dit Johan Cruyff ou pas, Sacha? Il a dit, jouer un football simple, c'est Oula, compliqué. non. Oui, ouais. Jouer au football est simple, mais jouer simplement au football est la chose la plus Ah, difficile. j'ai été presque. Donc, Ouais, le facteur pour que l'Espagne gagne, c'est d'être la meilleure équipe. ouais. Et surtout, est-ce qu'elle va arriver à endosser ce statut de favori? Ça, ce sera aussi une, euh, une question qui Clairement. reste ouverte parce que la gestion mentale, émotionnelle dans ce genre de compétition est très très importante. Très Sur- intéressant, en tout cas. surtout en phase finale. Surtout à partir de la phase de groupe, c'est autre chose, mais en phase finale. C'est vrai parce que vous parlez d'Yamal, mais on l'a pas encore vu en Coupe du Monde. On sait pas ce que ça peut donner. On l'a vu à l'Euro, mais est-ce que c'est Ah la. ouais. Ça se trouve, ça va être le pire joueur de l'histoire de la Coupe du Ça Monde. se trouve, il va mettre 0 but en phase d'élimination directe de Coupe du Monde. Je sais pas, hein. Non, mais, Non, mais comme vous l'avez dit par rapport à la Coupe du Monde 2010 en Espagne, là, on sera dans un cadre totalement dépaysant pour les joueurs. Aux États-Unis, avec des horaires, avec un jet lag, des horaires différents, c'est un autre contexte, c'est un autre football. C'est un autre football, tout simplement. Parce qu'aussi, il y a des sélections plus exotiques, tu affrontes un autre type Exactement. d'adversaire, c'est un autre contexte. C'est un tout autre contexte. Donc ça, ce sera très intéressant. t'as C'est raison. T'as différent entièrement raison. pour moi d'aller jouer une compétition en Allemagne face à des adversaires qu'on connaît aussi parce qu'on les affronte en phase de groupe. Il y a aussi des adversaires au niveau des joueurs qu'on connaît. Euh, ça sera totalement différent. Puis, bah, effectivement, comme vous l'avez dit, si cette Espagne fait le doublé, elle entre aussi
dans l'histoire. Et franchement, ce serait bien pour cette génération. Voilà. Ok, les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Je crois qu'on a bien passé en revue toutes, tous les tenants et aboutissants de la Rora. Je ne sais pas encore si vous avez un mot de la fin. Je pense que c'est pas mal. Ouais, Oui, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. ouais. Bah écoutez, je vous remercie. Hein. Franchement, c'était sympa. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.